Donc là, on va devoir passer à la suite, mais n'hésitez pas à la contacter encore, hein, comme je le dis à chaque fois, si vous avez d'autres questions ou pas. Et maintenant, on va passer à un autre membre du groupe du professeur Marc-André Frantin, Théophraste euh, Lescott, je sais pas si je le dis Hmm. bien, qui va nous Lescaut. parler, pardon, qui va nous Non, parler pardon. aussi d'impression 3D. Donc, Théophraste, c'est quand tu veux. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez bien? Ça charge. Voilà. C'est bon, parfait. Ok, parfait. Donc, bonjour, je suis Théophraste Lescaut, étudiant à la maîtrise sous la supervision du professeur Marc-André Fortin. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de maîtrise qui sont à savoir le développement de plaques épisclérales pour la curithérapie en polyéther éther-cétone avec un haut taux de conformité géométrique. Donc, mon projet concerne le cancer de l'œil, comme Sophie Lemay, et plus spécifiquement leur traitement. Donc, il faut savoir que la majorité des cancers de l'œil sont des mélanomes UVO, qui représentent à 3 à 5 de tous les mélanomes, ce qui en fait le deuxième type de mélanome le plus fréquent après le cancer de la peau. Pour ce qui est des tumeurs oculaires, 80% d'entre elles apparaissent dans la choroïde. Donc, le traitement privilégié pour traiter ce type de cancer, outre la nucléation, qui est l'amputation de l'œil malade, c'est la curithérapie. Donc, la curithérapie, pardon, il s'agit d'un traitement de radiothérapie interne, c'est-à-dire que c'est un traitement qui utilise des sources radioactives qui vont émettre un rayonnement ionisant à l'intérieur du corps pour traiter le cancer et tuer les cellules cancéreuses. Donc, dans le cas du cancer de l'œil, la curithérapie utilise des plaques épisclérales. Donc, ces plaques sont constituées d'une partie métallique qui encapsule un support polymérique dans lequel sont placés précisément des grains radioactifs. Donc, le rayonnement émis, lui, va irradier la tumeur. Il existe plusieurs tailles de plaques, cela afin de correspondre autant que faire se peut au traitement par rapport à la taille de la tumeur. Donc, une petite plaque va être mise pour une plus petite tumeur et ainsi de suite. Donc, comment le traitement se déroule? Euh, Premièrement, il va y avoir le physicien médical en collaboration avec le chirurgien, donc le médecin. Euh, Ils vont sélectionner la plaque et ils vont appliquer les sources radioactives et placer la plaque. Pour déterminer quelle taille de plaque vont être utilisées, donc ils vont se baser sur les informations de l'imagerie médicale. Ainsi, ils vont mesurer la distance entre la membrane de l'œil et l'apex. L'apex qui est le point le plus éloigné de la tumeur à l'intérieur de l'œil. Et ils vont devoir, selon le protocole, qui vont être dictés, ils vont devoir appliquer une dose de 85 grés à son apex. L'inconvénient de ce type de traitement, c'est que pour répondre à ce critère-là, les sources vont aussi irradier. Comme vous pouvez le voir, là, ça va être 35 grés. Ils vont irradier les tissus sains environnants. Ainsi, la dose est moindre que dans la tumeur, mais ça peut provoquer aussi des effets secondaires. On parle de glaucome, de cataracte. Et si la tumeur est proche du nerf optique, ça peut aussi engendrer la perte de la vision, ce qui revient un peu comme tout à l'heure, l'énucléation, donc l'amputation de l'œil. Donc, le but, c'est de préserver la vision puis de limiter les effets secondaires. Donc, outre la taille, les plaques ne peuvent pas s'adapter à la géométrie de la tumeur. Euh, Pardon. Donc, la solution, en fait, pour pouvoir créer un profil de dose qui pourrait être adapté puis épouser davantage de volume d'une tumeur, il y a des simulations qui ont été effectuées avec le groupe de recherche du professeur Luc Beaulieu qui suggère qu'en utilisant un profil de dose modulé avec des radioisotopes, on était capable de limiter en fait la dose déposée dans les tissus sains. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à droite, pardon, c'est une tumeur en forme de champignon. Donc, c'est régulièrement trouvé, c'est pas abondamment rencontré dans les cas de cancer, mais ça se trouve. Donc, c'est une tumeur qui est quand même volumineuse, qui a une géométrie particulière et qui est très difficile à délimiter correctement sans déposer de la dose. Mais avec, comme vous pouvez le voir avec les résultats de simulation, avec un profil de dose adapté, on sera en mesure de limiter
la dose émise au tissu sain. Donc, l'hypothèse ici, ce serait de créer une plaque épisclérale qui serait en mesure de répondre à ce besoin géométrique. Et c'est la fabrication additive qui est mise de l'avant dans ce projet parce qu'elle est capable de créer des formes complexes avec peu de ressources en temps, en matériaux et en heures de conception. Et c'est une technologie qui peut se baser sur l'imagerie médicale. Donc, c'est largement utilisé dans la médecine en ce moment. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une reproduction du système circulatoire dans le cerveau ou pour une plaque de titane pour réparer en fait un trou dans la boîte crânienne. La fabrication additive, l'impression 3D est une solution efficace et c'est avec elle qu'on va aller de l'avant pour créer des plaques épisclérales adaptatives. Donc, l'hypothèse de mon projet, c'est d'utiliser en fait la fabrication additive et l'imagerie médicale pour permettre de concevoir des plaques épisclérales avec un haut taux de conformité géométrique pour répondre aux besoins de plaques épisclérales adaptatives. Donc, l'objectif de mon projet, comme je viens vous en parler, comporte trois sous-objectifs. Le premier, c'est de développer une méthodologie robuste, donc à partir de l'imagerie médicale, principalement à partir du CT, qui est Computed Tomography ou en français la tomographie de rayon X, d'établir une procédure pour quantifier la précision de l'impression. Le deuxième, c'est de concevoir des plaques épisclérales pour la fabrication additive. Donc, les designs, les conceptions sont pas faits, sont pas adaptées. Donc, il faut adapter le design pour répondre aux besoins, aux critères de la fabrication additive. Et le troisième, en fait, c'est d'appliquer la méthodologie au processus de conception. Puis, vous allez le voir à la fin de la présentation aussi, on va rajouter d'autres contraintes qui sont réelles dans le processus de conception. Donc, à l'heure actuelle, les plaques ont une forme bien définie, bien standardisée. Dans le cas de mon projet, j'ai dû prendre cette conception-là et l'adapter. Donc, exemple, il y a des pattes de suture qu'on va devoir aplanir pour répondre aux besoins de la plaque d'impression qui va pouvoir être déplacée par l'après. Donc, ici, vous avez les plaques qui ont été designées à droite de 10 à 22. Donc, c'est la plus petite et la plus grosse plaque épisclérale, et aussi celle de 14 qui est largement répandue, qui va répondre aux plus grands besoins. Donc, c'est les trois modèles qui ont été imprimés, et ce qui nous donne des plaques épisclérales en pic, qui vont nécessiter quand même une bonne finition, donc post-processing, pour pouvoir obtenir un haut taux de conformité, mais ça fait partie du processus. Maintenant qu'on a imprimé les plaques épisclérales, un des objectifs, c'était de quantifier leur niveau de précision. Mais pour ce faire, comment on opère, c'est quoi la méthodologie appliquée? Donc, au début, on conceptualise notre impression 3D. Par la suite, on obtient un modèle 3D de notre modèle qu'on va imprimer. On vient le paramétriser, donc c'est tout ce qui est vitesse d'impression, température de buse, et une multitude de paramètres qui vont pouvoir être modifiés pour imprimer plus adéquatement l'implant. On vient l'imprimer, on vient faire du post-processing qui est la finition, donc enlever les matériaux superflus, enlever les supports, faire un fini de surface. On va venir imager au CT notre objet et en appliquant une opération numérique qui est de la segmentation, on va venir créer un modèle 3D de notre objet. Et c'est à partir de ces deux modèles-là, celui du début et celui de la fin à partir du CT, on va venir les comparer, puis ça va nous donner une quantification, donc une base de réflexion pour améliorer notre conception. Donc, dans le cas de mon projet, ça ressemble un peu à ça. Donc, vous avez de 1 à 8 les étapes qui ont été appliquées. Donc, on part du plan, on va faire des modifications, on va venir le slicer. Ça va donner des impressions qu'on va venir imprimer, qu'on va venir post-processer, qu'on va venir aussi imager au CT. On fait la segmentation, puis à la suite, on obtient justement l'information sur nos implants, sur le modèle 3D.
Donc, le modèle que vous avez ici, c'est avec un color mapping. Donc, c'est un modèle de 14 mm de diamètre. On met la couleur, la définition de la couleur, je vais vous montrer. Donc, vert, c'est plus proche du plan initial. Tout ce qui est en couleur froide, c'est un manque de matière. Et tout ce qui est en couleur chaude, c'est un excès de matière. Donc, on voit que principalement, ça se trouve pas mal autour du zéro. Donc, on a beaucoup de points qui vont avoir une bonne précision, mais on remarque aussi qu'il y a deux zones, une avec un manque de matière et une avec un excès de matière. Donc, ces deux zones-là, c'est important de bien les localiser. En séparant en fait le modèle, on est capable de voir avec les histogrammes correspondants. Désolé. Donc, on est capable de voir que c'est dans la partie inférieure que se situe. Donc, l'outil de CT nous permet de précisément de localiser des défauts qu'à l'œil, c'était difficile d'établir. Donc, on voit vraiment que c'est dans la coupole que le haut taux de précision se présente et c'est dans l'anneau qu'il y a un excès de matériaux et à la base qu'il va y avoir un manque de matériel. Donc, on peut le voir ici, c'est une section de coupe de nos implants. Le manque, le défaut est principalement là. Donc, avec une mentalité d'impression 3D, on est capable de comprendre que ce défaut-là, c'est un défaut de rétrécissement. Donc, à cause des contraintes dues aux hautes températures, les polymères, des fois, ont tendance à se compresser et vont créer de la pression, vont créer de la pression. Et ce qui va réduire, en fait, certains endroits, le polymère, et il va créer des défauts. Mais pour la conception, en fait, de ces plaques, ceux-ci sont basés sur les plans initiaux. Ce qu'on veut, c'est concevoir. Ça, c'était seulement une étape préliminaire pour concevoir des plaques en impression 3D, mais après, on va devoir altérer leur design. Mais encore avant ça, pour être certain que c'est possible de le faire, on a voulu faire une preuve de concept qu'il est possible de créer des profils de dose, donc des profils de dépôt d'énergie dû à la radiation ionisante adaptés aux tumeurs. Donc, on a réalisé un projet avec le docteur Luc Beaulieu qui est de quantifier, en fait, de faire de la dosimétrie. Donc, les sources radioactives qu'on a mis dans des plaques épisclérales en 3D, on les a mis selon un profil particulier. Ce qui nous a donné, je vais aller rapidement là-dessus, des cas, des profils de doses vraiment caractéristiques qui viennent prouver en fait que c'est possible de moduler la dose émise, de moduler la forme que c'est possible de générer. Donc, dans le cas numéro 4, je vais aller rapidement, on voit que si on avait une tumeur qui était plus en forme allongée, en forme de haricot, il serait possible de générer un profil de dose qui épouserait davantage la forme de la tumeur. Donc, ça nous donne en fait les moyens d'aller de l'avant puis de continuer avec cette idée de pouvoir concevoir des plaques de dose adaptées à la forme de la tumeur. Et rapidement, je pense aussi, je vous avais dit que pour améliorer la conception de la plaque, on a créé plusieurs plaques et on a aussi demandé, c'est au docteur Claudine Bellerive, qui est une chirurgienne qui opère ce type de traitement-là, de manipuler, désolé pour les images, de manipuler les plaques. Donc, c'était vraiment une bonne source d'information pour avoir une bonne idée de comment les plaques doivent être manipulées, parce que c'est des critères qui doivent être pris en compte lors de la conception, donc toutes les étapes, que ce soit pour les sources radioactives, la manipulation, puis l'approbation. Ces informations-là nous ont donné beaucoup de modifications à faire. On s'est rendu compte que les plaques qu'on a conçues, il y avait 2-3 défauts dessus, notamment au niveau des ancrages de suture, qui vont devoir être remédiés dans les prochains conceptions. Donc, en conclusion, dans mon projet, on a été capable de, avec les outils d'imagerie CT, on a été capable d'imager les modèles imprimés en 3D et d'obtenir une cartographie de géométrie, de qualité géométrique. On a aussi été capable d'imprimer des plaques épisclérales en pic. Et on a eu aussi on a établi une preuve de concept comme quoi que c'était possible de distribuer la dose de manière adaptée
adaptative, en fait. Donc, les futurs travaux de mon projet, ça va être de prendre toutes ces informations-là, compte tenu de la conformité géométrique, du dépôt de dose et de la manipulation, et de les regrouper dans une nouvelle conception de plaque pour l'impression 3D qui va tenir en compte de tous ces paramètres. Donc, j'aimerais remercier toute mon équipe de recherche, plus particulièrement mon professeur et superviseur Marc-André Fortin et tous les collaborateurs qui ont participé à ce projet. Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Théophraste. J'ai dépassé un peu, pardon. Ouais, t'es passé un petit peu, donc on peut se permettre quand même une question si on veut rester sur les 15 minutes de tout le monde pour être un peu plus fair et Oui. équitable. Donc n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole directement dans le chat. Donc on a une question de Maxime. Quels sont les différents post-processing utilisés pour ajuster les implants ayant des défauts? Donc, ben, les principaux qu'on doit utiliser, c'est retirer les matériaux excédentaires, que ce soit le brim et les supports. Il y a un matériel qui est uniquement imprimé qui permet de faire la coupole. Donc, les supports doivent être enlevés. Une fois que tous ces matériaux excédentaires-là, vont dire plus larges, plus macro, vont être enlevés, on va utiliser du papier sablé à différents niveaux pour lisser la surface et l'intérieur aussi de l'implant. Donc, pour l'instant, c'est les deux seuls post-processing qu'on utilise. On va bien sûr rincer l'implant pour être sûr qu'il n'y a pas de poudre de pique qui va rester. Et on a aussi une question de François Autis. Qu'est-ce qui est le plus déterminant, la forme de la plaque ou la position des sources radiatives dans la plaque? C'est une bonne question. Je dirais que le plus important, ça va être l'endroit où vont être mis les sources radioactives. Et c'est ça qui va dicter, en fait, la forme de l'implant. Donc, ce qu'on veut absolument, ce que j'ai fait dans mon projet, c'était de prendre des plaques actuelles puis les adapter un peu. Mais ce qu'on veut, c'est partir, en fait, des sources radioactives, comment celles-ci vont être développées, comment celles-ci vont être placées. Puis c'est à partir de ça, qui est une contrainte absolue, qu'on va générer une plaque épisclérale qui va encapsuler ces sources radioactives-là, puis qui va les positionner correctement. Parce que, étant donné qu'elles sont en place pendant 3 à 7 jours, il faut absolument que ça soit rigide, faut pas qu'elle bouge, faut qu'il n'y ait aucun défaut, mais il faut qu'elle puisse irradier la tumeur. Donc, c'est la première étape, c'est d'irradier la tumeur, puis par la suite, on va créer comme une espèce de coquille protection des sources radioactives. Merci beaucoup, Théophraste. C'était une super présentation. Donc, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter directement Théophraste.